Salut, moi c'est Guillaume, ton hôte. Je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Bienvenue sur la hotline de ce podcast. On a tous des questions super intimes qu'on n'arrive pas à poser à notre médecin. Alors dans ce format hotline, un auditeur me partage sa question intime en toute confidentialité et je trouve un médecin ou un psy gay-friendly pour répondre. Tu peux soumettre ta question par écrit ou via un message vocal en allant sur le site du podcast BIT, c'est bit sans E, bit.ly/comment devenir, onglet témoigner. Bonne écoute. Salut Aurélien, alors j'ai l'auditeur Thomas qui nous écrit « Salut Guillaume, ma question pour le procto gay, que faire quand on a des douleurs, irritations, voire saignements, mais qu'aucun proctologue sur Doctolib n'est libre avant 2 mois ?» Autrement dit-il, 4 questions en une. Première question, y a-t-il des ressources pour s'auto-diagnostiquer, au moins temporairement, avant de voir un spécialiste ? Deuxième question, quels sont les symptômes qui disent qu'on doit voir quelqu'un ? Au bout de combien de temps doit-on s'inquiéter ? Troisième question, en attendant de voir quelqu'un, quels sont les bons réflexes à avoir pour tenter de contenir, améliorer ou pas aggraver la situation ? Et quatrième et dernière question de Thomas, si vraiment ça ne va pas et qu'on ne peut pas attendre 2 mois, où doit-on aller ? Salut Guillaume. Alors des ressources d'autodiagnostic, moi ce que je peux recommander, c'est le site de la Société nationale française de coloproctologie, snfcp.org. C'est la société de référence qui regroupe les proctologues français. Donc il va y avoir les informations les plus fiables, les plus vérifiées. Et donc quand on va sur ce site, il y a une section patient. Et dans la section patient, il y a une partie qui s'appelle Tout savoir sur l'anus et le rectum. Il y a plusieurs fiches sur les pathologies, la fissure, les hémorroïdes. Voilà. Après, on n'entre pas par le symptôme, mais on entre déjà par le diagnostic. Donc, on peut penser qu'on a des hémorroïdes, on va ouvrir la fiche hémorroïdes, on va trouver des éléments qui vont nous faire penser à ce qu'on a, mais en fait, peut-être qu'on avait une fissure. C'est pas des fiches qui vont peut-être répondre à 100% à la demande, mais c'est déjà une ressource intéressante. Deuxième question, quels sont les symptômes qui disent qu'on doit voir quelqu'un ? Au bout de combien de temps doit-on s'inquiéter ? Alors déjà, j'en profite pour rappeler que tout symptôme qui s'installe à l'anus, c'est-à-dire que tu n'es pas présent avant, une grosseur qui apparaît, un saignement, un écoulement, une douleur et qui persiste dans le temps, il faut aller voir le proctologue. Pas forcément en urgence, mais quand même un message à rappeler pour rien que pour ne jamais rater les cancers. Après, les symptômes qui justifient de le faire en urgence, c'est des situations finalement pas si fréquentes. On va dire il y a la fièvre. Pour la douleur, bon, pas toutes les douleurs, hein, sinon ce serait quasiment tout le monde, mais dès qu'une douleur est très très intense, quoi, si on a 8 sur 10 de douleur ou quelque chose comme ça, je pense que c'est urgent. Et si la douleur elle est insomniante, si elle est pulsatile, là, ça peut être évocateur d'un abcès et on peut considérer que c'est une urgence. Ensuite, par rapport à la présence d'une lésion, d'une grosseur, encore une fois, la simple présence, c'est pas un critère inquiétant, mais s'il y a un caractère extensif, c'est-à-dire que tous les jours ça double de taille ou quelque chose un peu de cet ordre d'esprit, là aussi c'est une urgence. Et pour ce qui est des saignements, j'ai essayé de balayer tous les symptômes qui existent. Là, encore une fois, souvent les saignements s'arrêtent un peu tout seul, ou en tout cas sont pas graves, même si c'est vite bien rouge, ça peut vite être impressionnant les saignements. Après, si ça devient du sang rouge foncé, voire du sang noir ou des selles noires, des caillots, là on va suspecter un saignement qui vient même des intestins et c'est peut être une urgence.
ou si ça se met à saigner un peu en continu, même en dehors de la défécation. Voilà ce que je dirais. Donc, et puis donc finalement, ce qui serait des urgences, c'est les abcès, certaines formes d'hémorroïdes quand il y a une thrombose, si elle est très douloureuse, mais c'est plus pour soulager, c'est pas que c'est dangereux. Et certaines infections, notamment des infections sexuellement transmissibles, il y en a des sévères où on est complètement constipé, bloqué. Il peut y avoir du pus qui coule, et là aussi, ça justifie d'être pris en charge en urgence. Voilà. Troisième question, en attendant de voir quelqu'un, quels sont les bons réflexes à avoir pour tenter de contenir, améliorer ou pas aggraver la situation? Donc effectivement, ce serait idéal s'il n'y avait pas de délai pour consulter un proctologue. Mais bon, la situation, la démographie médicale est ce qu'elle est. Et heureusement, la plupart des problèmes proctologiques, notamment pour ce qui est des hémorroïdes, ce qui est très fréquent, des fissures, souvent, il n'y a pas de gravité, ça peut attendre. Et donc, les bons réflexes à avoir. Alors là, évidemment, comme on s'adresse à des auditeurs qui sont en grande partie des hommes gays, donc d'autant plus s'il y a des rapports non protégés, des partenaires multiples, le premier réflexe, c'est quand même de dépister une infection sexuellement transmissible avec l'écouvillon, c'est-à-dire le coton-tige dans l'anus, pour rechercher chlamydia et gonocoque, parce que ça, c'est fréquent. Et moi, je vois souvent des patients pour ce motif-là qui en avaient déjà eu auparavant, mais peut-être ils n'avaient pas eu les mêmes symptômes, donc ils n'avaient pas l'idée, ils n'ont pas eu le réflexe de faire un dépistage, ce qui est toujours possible dans les centres de dépistage assez rapidement en attendant d'aller voir le proctologue. Et ça peut être assez souvent un moyen de faire le diagnostic et donc de même pas avoir besoin d'attendre le proctologue. Ensuite, bon, bien sûr, c'est soulager la douleur avec des antidouleurs, plutôt comme du paracétamol, mais par contre, éviter ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. Alors, il y en a plein de noms, hein, mais c'est des traitements qui peuvent donner un peu mal à l'estomac, qu'on prend volontiers quand on a des douleurs musculaires. Et si jamais c'est une infection, c'est contre-indiqué d'en prendre. Donc, antidouleurs simples, mais pas les anti-inflammatoires. Arrêt de la sexualité, au cas où ce soit contagieux, au cas où ça aggrave le problème. Prise de laxatif, à moins d'être vraiment en diarrhée. Le risque, dès qu'on a un problème à l'anus un peu aigu, c'est qu'on se constipe et que ça finisse par aggraver le problème. Donc, demander à la pharmacie, c'est en vente libre, c'est sans risque, des petits laxatifs pour ramollir un petit peu le transit et s'assurer qu'on se bloque pas trop. Voilà les conseils principaux que je donnerai en attendant de voir un proctologue. Et quatrième et dernière question de Thomas, si vraiment ça ne va pas et qu'on ne peut pas attendre 2 mois, où doit-on aller? En l'absence de proctologue disponible, effectivement, on peut probablement avancer sur notre problème à l'anus avec d'autres spécialistes. En première intention, le plus logique, le plus central, c'est le médecin généraliste qui peut tout à fait résoudre le problème ou avancer. Après, tout le monde, malheureusement, n'a pas de généraliste. Comme évoqué plus haut, ça peut être le médecin infectiologue ou spécialiste dans les infections sexuellement transmissibles qui travaille dans un centre de dépistage, par exemple. Et après, dans certaines circonstances plus spécifiques, et si on y a accès, ce qui est parfois encore plus difficile, ça peut être un dermatologue quand on a vraiment des lésions plutôt sur l'extérieur de l'anus, sur les fesses, des lésions sur la peau. Ou ça peut être un chirurgien digestif si vraiment on a des lésions suppurées, c'est-à-dire avec du pus qui coule, ou là, généralement, c'est le chirurgien qui va ensuite pouvoir résoudre le problème par une opération. Et puis, il y a aussi des situations qu'il faut essayer de limiter au maximum, mais où on peut avoir besoin d'aller aux urgences, donc voir l'urgentiste. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de motifs de passage aux urgences qui sont pas les bons. Aujourd'hui, c'est ce qu'on voit, mais si vraiment on a très mal, s'il y a de la fièvre, s'il y a beaucoup de sang qui coule, pourquoi pas aller voir un urgentiste. Mais après, par contre, pour un problème hémorroïdaire récurrent, un peu plus douloureux, une fissure, etc., déjà c'est pas adapté
d'aller prendre du temps aux urgences, de prendre du temps aux urgentistes, et puis ils vont pas être forcément très à l'aise pour prendre en charge ce type de pathologie. Voilà. Et c'est la fin de cet épisode. Il y a plus de 130 épisodes à découvrir sur ce podcast. Ça fait beaucoup, alors je t'ai rangé les épisodes par thème. Conseils sur la sodomie pour ne plus avoir mal ou comment bien faire son lavement. Le BDSM, la bisexualité, couple ouvert ou exclusif, le racisme, le polyamour, etc. etc. C'est génial et c'est sur le site du podcast. Tu tapes bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Ah, une dernière chose, ne t'en va pas, si tu aimes mon contenu et que tu veux que ça continue mais tu ne peux pas devenir un des 400 en me soutenant financièrement, tu peux m'aider en quelques clics. Écoute bien, il te suffit de cliquer sur s'abonner ou suivre sur la page du podcast dans ton app d'écoute et de mettre 5 étoiles. Ces petits clics qui te prennent 5 secondes, ça fait vraiment une grosse différence pour le futur du podcast. L'algorithme se met à pousser automatiquement le podcast à plus de gens. Ça me permet alors de trouver les prochains témoignages et des potentiels futurs donateurs, donatrices. Et j'ai pas beaucoup de temps pour arriver à l'équilibre financier. Tant que j'ai pas trouvé 400 personnes qui donnent chaque mois, je dois utiliser mes économies et ça ne va pas pouvoir durer. D'ailleurs, pour devenir un ou une des 400 et faire un don pour que le podcast continue, va sur le site du podcast. C'est toujours le même lien, bit.ly/comment devenir. Merci pour ton aide et à très bientôt dans tes oreilles.